Notre prochain panel, qui est vraiment un panel qu'on a voulu, un panel de parents. Parce que là, il est question de parler de l'orientation postsecondaire des jeunes. Et puis, on aurait pu aborder cette question de plusieurs façons, de peut-être parler aux orienteurs, peut-être parler aux conseillers pédagogiques, peut-être. Mais on a pensé que ce serait intéressant de peut-être écouter les parents et d'avoir un peu des parents spéciaux avec des situations un petit peu... peut-être on n'en parle pas souvent assez, mais il y a beaucoup de parents qui sont dans ce domaine. Alors, si on peut faire venir, je pense que je vois les 3 qui sont là, si on peut les faire venir, ça nous permet d'aller immédiatement puisqu'on a un petit peu de retard. Alors, on a avec nous aujourd'hui Faiza Abdallaoui qui va être là comme parent aussi, et Joy Badu qui va être là comme parent, et Jocelyne Nekpo qui est là comme parent. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Rose. Ça va bien? Et rebonjour, là je m'assois, Ben oui, je réponds aux questions au lieu de les poser. Oui, ben merci d'avoir accepté de faire partie de ce panel, qu'on parle un petit peu de la situation des parents. Et ce que j'aime avec vous, c'est que vous représentez 3 sortes de parents. 3 sortes de parents qui sont... c'est un nombre qui continue de grandir un petit peu dans la communauté francophone, qui est... faisait particulièrement... tu as posté quelque chose dans les médias sociaux il n'y a pas longtemps. Et puis, ça a capté mon attention. Et puis, j'ai dit à celle qui coordonne le programme, va chercher Faiza. J'ai dit, va chercher Faiza pour ce panel. Toi, tu as une situation particulière. Tu as mentionné tout à l'heure que tu as un garçon de 13 ans, mais qu'il est dans un programme de douance. Exactement. Tu parlais de parcours particulier. Oui. Mon fils est un enfant atypique, donc on aura l'occasion d'en parler. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment pour cela que j'ai voulu que tu sois là, parce que c'est des situations dont on ne parle pas souvent, mais que parfois ça a des implications importantes. Et puis, Jocelyne, toi, c'est que tu es un parent francophone, mais tu t'es retrouvée pratiquement obligée à mettre tes enfants dans les écoles anglophones. Anglophones, oui. Oui. Et donc, on va revenir là-dessus. Et Joy, toi, tu es parent des enfants nouveaux arrivants, qu'on appelle nouveaux arrivants. Les enfants sont arrivés, il y a moins de 3 ans, parce que les gens qui arrivent il y a moins de 3 ans, on les appelle les nouveaux arrivants. Et du coup, ils doivent cheminer dans le système éducatif francophone postsecondaire et partant d'un système hors canadien, et puis ils sont arrivés ici et puis ils doivent s'adapter à tout ce système. Alors, c'est pour cela que j'ai voulu avoir un petit peu cette différence, parce que c'est très facile de pouvoir aller, comme j'ai dit, on pouvait avoir les conseils pédagogiques, mais je voulais que ce sommet ait un peu un différent son de cloche et qu'on ait vraiment cherché les personnes directement affectées ou directement concernées par la problématique. Alors, on commence un petit peu... je vais commencer par Jocelyne, tiens. Oui, Rose. Parle-nous un petit peu de ta situation. D'abord, juste pour situer la discussion, comment tu te retrouves à devoir inscrire tes enfants dans les écoles anglophones? Oui, au départ où j'ai immigré au Canada avec la famille, on était à Montréal, on a passé 6 ans à Montréal avant de se décider pour venir dans une province anglophone. On a choisi l'Ontario pour donner la chance aux enfants d'être bilingues et d'avoir plus d'opportunités après dans leur carrière, dans le choix de carrière et dans leur vie professionnelle. Donc, c'est pour ça. Donc, une fois arrivé en Ontario, les a quand même laissés 2 ans encore dans le système francophone pour que la base soit vraiment là. Et à partir de la 9e année, on a switché le plus grand, qui est aujourd'hui en 2e année de finance à l'université. Donc, c'est parce que tu te disais que les enfants n'ont plus de chance que s'ils
s'il chemine dans un système anglophone et qu'il développe le bilinguisme, quand tu es arrivé, tu n'as pas été au courant, on ne t'a pas donné l'information qu'un enfant peut cheminer en français. L'enfant peut cheminer en français, mais il est limité. OK. Il sera limité. Nous sommes le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut quand même parler anglais. Parce que, par exemple, dans le domaine de la finance où mon fils est, tu ne peux pas faire la finance sans parler anglais. Ce n'est pas possible. Les grands films, les grandes boîtes sont anglophones. Ils sont anglophones. Et c'est pour leur donner cette opportunité-là, d'aller partout, n'importe où dans le monde après, et de se faire leur place. C'est un peu ce qui s'est passé avec nous. Et moi, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. OK, ben on va revenir là-dessus. Parce que c'est la réalité de beaucoup de parents. C'est la réalité de beaucoup de parents francophones au niveau de leur compréhension du marché du travail, leur compréhension du système, leur compréhension de l'importance de l'éducation en français. Et puis, qui fait que, oui, on va mettre son enfant pour ces raisons-là. Et je pense que c'est vraiment un cas très important à devoir voir. Alors, on va revenir là-dessus, juste pour continuer à situer. Joy, dans ton cas, tes enfants sont nouveaux arrivés. Tout à fait. Ils sont arrivés, mais en fait aussi, mon cas est un cas, je peux dire, un peu particulier, parce qu'ils sont arrivés un peu grands, et puis ils sont arrivés du pays, il n'y avait pas ce qu'on appelle le pays le baccalauréat, c'est-à-dire le high school diploma. Donc, quand ils sont arrivés, avant qu'ils ne viennent, j'essayais de me renseigner comment les orienter et tout, mais ce n'était pas des bonnes nouvelles. Je me dis, non, mais ton enfant n'a pas le bac, il ne peut pas rien faire ici du tout. Donc, j'étais un peu inquiet. Je me suis renseigné et finalement, il y avait une école à Sudbury qui faisait des mises à niveau. Donc, je me suis renseigné aussi qu'il fallait, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire par rapport au programme de Boréal. J'ai vu un peu les crédits que Boréal voulait. Était OK. J'ai dit, bon, voici ta formation que tu veux. Voici ce qu'il te faut pour pouvoir rentrer dans cette formation. Et c'est comme ça, ils ont fait la mise à niveau. Ils ont obtenu les crédits qu'il fallait. Et maintenant, ils sont inscrits au Boréal. L'un en informatique, l'autre en préscience. Et c'est comme ça que j'ai pu éviter un peu le stress, la peur pour l'inscrire. Ce n'était pas vraiment évident parce que j'étais venu un peu âgé. Donc, c'est le cas que j'ai vécu avec les enfants. Voilà. Maintenant, je suis un peu bien placé maintenant pour les orienter encore, puisque là, je suis bien entouré là où je travaille pour entourer les enfants. Et là, vraiment, je continue de les accompagner, les orienter. Et bon, j'espère que tout va bien se passer. OK. Et juste avant qu'on ne bouge, là où ils ont fait leur mise à niveau, c'était au Collège Boréal ou ils ont fait une mise à niveau dans une autre école avant d'aller au Collège Boréal? Ils ont fait la mise à niveau à Sudbury, dans une école qu'on appelle Cap sur l'Avenir, à Sudbury. Oui. C'est là-bas qu'ils ont obtenu le crédit en mathématiques, le crédit en français. En français qu'il fallait pour entrer dans le programme de Boréal. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'admission à Boréal. OK. Et parallèlement, j'ai oublié aussi, je les ai inscrits aussi pour les cours d'anglais. Parce que j'ai fait les deux en même temps. J'ai voulu qu'ils affrontent la réalité de la langue ici. Parce que ici, c'est les deux. C'est vrai que l'anglais domine, mais il ne faut pas négliger le français. Donc, en même temps qu'ils faisaient les cours en français, je les inscris dans les cours d'anglais, de mise à niveau aussi en anglais. Mais bon, finalement, ça portait quand même. Ils ont un bon niveau d'anglais. En fait, le niveau s'est amélioré. OK. Ben, on va revenir là-dessus. Okay. C'est vraiment des cas très intéressants. Alors, Faiza, comme on disait, toi, ton cas est vraiment particulier. Et si tu peux nous en parler? Mais écoutez, mon fils est effectivement, comme tu le disais, dans un programme de douance. Donc, ça veut dire qu'il est surdoué. Ça veut dire qu'il est précoce. C'est 2% des enfants en général dans la population mondiale. On retrouve toujours un 2%. Et c'est une situation qui fait... Il y a beaucoup de stéréotypes, en fait, par rapport à la douance. On a l'impression que c'est être plus intelligent,
Moi, je dis c'est être intelligent différemment, en fait. C'est pour ça que je préfère le mot atypique, ou même en France, on utilise le mot de zèbre. Et bon, ça veut dire qu'on a commencé à repérer certaines aptitudes, là, un peu, dès qu'il était petit, vraiment petit. Et Joy a utilisé le mot de peur, de stress. Moi, j'avais une expérience personnelle en tant qu'adulte où je savais qu'en fait, les enfants précoces ou zèbres, quand ils sont mal accompagnés, c'est des enfants qui tombent dans la détresse mentale, qui peuvent même aller jusqu'au suicide, parce qu'il y a un décalage total avec l'éducation qu'ils reçoivent. Il y a une impression qui peut venir très vite qu'on est au contraire pas intelligent, bête, qu'on ne s'adapte pas. C'est des enfants qui peuvent être en décrochage scolaire. 50% en France, par exemple, où il n'y a pas de programme, décrochent. Donc moi, en plus d'être immigrante, d'être francophone, et puis d'aller naviguer un petit peu dans ce système du choix de la langue, il y avait aussi le choix du type d'éducation. Et je pense que ça va résonner aussi avec ce qu'on a entendu juste avant, parce que c'est un enfant qui a besoin d'apprendre d'une certaine façon. On ne peut pas l'éduquer. Il a besoin d'apprendre d'une certaine façon. Donc, je n'ai pas reçu les réponses et les solutions que j'attendais, que j'espérais du système scolaire francophone quand je me suis tournée vers Viamonde, le conseil scolaire Viamonde. Donc, il a fallu le mettre dans l'anglophone, cet enfant, avec quelques particularités au début pour que je me mette à l'aise. J'ai effectivement partagé cette situation sur les médias sociaux et j'ai vu qu'on était d'autres mamans à ne pas trouver en fait de solution chez les francophones. Et c'est dur parce que on perd des enfants vraiment riches, particuliers. Et il faut voir à ce que ça change. Ça a donné un article, donc parfois les parents, il faut vraiment qu'on parle des situations de nos enfants. Et j'espère que l'article là va faire long feu. C'est ONFR qui a écrit cet article avec Sofiane Chakouche. On va voir. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu invisible. Moi, je me sens un petit peu perdue parfois pour accompagner mon fils. Ben, je peux partager vraiment le sentiment que tu as parce que ma fille aînée est aussi passée par un programme de douance et c'est pas facile du tout parce qu'elle a été aussi identifiée, elle était en deuxième, troisième année. Et parce que en tant que parent, tu constates des choses, tu te dis, et puis il n'y a personne qui te renseigne que il y a une possibilité. Et je suis vraiment juste tombée sur un enseignant qui m'a dit, attends, il y a peut-être quelque chose qu'on doit essayer pour ton enfant, on doit la faire évaluer. Et en faisant l'évaluation, on a trouvé que il faut qu'elle aille dans un programme de douance. Mais c'est vrai que ça demande des ressources parce que c'est des enfants, comme tu as vraiment bien dit, c'est des enfants qui sont dans une longueur d'avance qui est à 10 000 kilomètres quand tout le monde est à 1 mètre. Et il faut les suivre, il faut des ressources pour pouvoir les suivre, les encadrer parce que leur cerveau passe autrement. Et c'est très important qu'il y ait cette sensibilisation-là, qu'il y a beaucoup de parents qui arrivent, surtout les parents, nous, d'origine africaine, on arrive parfois ici et pas toujours enseignés sur ces cas-là et de savoir comment il faut cheminer. Tu parles de ressources, Roskati, je suis désolée, juste avant d'oublier, c'est aussi des ressources financières. Parce que l'identification, je l'ai faite avant l'école, avant l'intégration même à l'école préscolaire. Donc, il a fallu payer la psychologue. Puis, il a fallu payer pour l'école privée au début, en fait, pour la maternelle. Puis après les 3 premières années, c'était aussi une école privée parce que j'étais pas à l'aise dans l'anglophone en tant que francophone et immigrante moi-même. Je ne savais pas comment accompagner mon enfant. Donc, ça a demandé beaucoup de ressources pour ne pas le perdre en route dans ces premières années. Juste avant que j'oublie, désolée. Ressources intellectuelles, ressources financières aussi. Ça a été un événement. Tu as un bon départ. Raison. Alors, pour revenir au niveau de vous trois, ce que je comprends, ce que vous avez en commun, c'est aussi au niveau de l'organisation de l'information pour les parents. Parce que le thème de ce panel, c'est l'orientation postsecondaire. Donc, comment vous faites pour préparer donc, vos enfants pour le postsecondaire si vous êtes déjà pris avec les situations auxquelles vous avez eu à faire face? Si je commence d'abord, pour revenir, Jocelyne, qui est
Pourquoi tu as eu l'impression que pourquoi tu as l'impression que la seule façon pour tes enfants de s'en sortir, c'est de faire les études anglophones, de faire les études dans les écoles anglophones pour s'en sortir? Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec le temps, je comprends que tu ne regrettes pas, et le but n'est pas de te faire regretter, c'est pas de te faire regretter ta décision, mais de plus en plus, on sait quand même qu'il y a les écoles francophones qui peuvent préparer, il y a les collèges, il y a l'université Glendon, il y a l'université Laurentienne à Ottawa, à Sudbury, il y a l'université d'Ottawa, il y a plusieurs quand même instituts de formation postsecondaire. Pourquoi en tant que parent, tu viens du Québec, tu arrives en Ontario, comment ça se fait que tu n'es pas rassuré que c'est correct que tes enfants aillent dans un système francophone pour être bien préparés pour le marché du travail? Ouais, merci Rose. Ok, donc une fois arrivé ici, la décision a été prise bien avant qu'on ne déménage à Toronto. Mm-hmm. Mais on a quand même remarqué dans le système francophone qu'il n'y a pas forcément l'essentiel qui est fait dans la classe, dans les leçons. Les enfants ne travaillent pas assez. Mm-hmm. Ils ne travaillent pas assez. Les enfants ont des potentialités, mais ils ne sont pas en train de les utiliser comme il le faut. Mm-hmm. Donc, nous, on a déjà remarqué ça, déjà, tout le cursus que notre enfant a fait jusqu'à 6e année, 7e année même. Mm-hmm. C'est ce que nous avons remarqué. Et puis, nous, on dit, bon, on ne va pas rester les bras croisés. En ce moment, on se renseignait par rapport à l'autre côté, comment ça se fait de l'autre côté. On ne va pas rester les bras croisés là. Il faut que l'enfant soit dans sa pleine potentialité. C'est en ce moment-là qu'on a pris la décision, OK, on switch, on le switch maintenant, c'est le temps de le switcher. Et puis, on a remarqué l'éducation quand même avec le Toronto District Cuba, c'est pragmatique. Il y a l'essentiel. Les enfants font beaucoup de choses. Ils sont exposés à beaucoup de choses déjà. Et qui les prépare. Même si après, l'orientation n'a pas suivi, mais ils ont quand même, ils ont eu beaucoup de choses, ils ont été exposés beaucoup. Ben, je t'entends dire oui, Faiza. Est-ce que c'est un sentiment que tu as aussi qu'il y a une différence au niveau, parce que je me disais que tous les conseils scolaires ont les mêmes curriculums. Mais je dirais, en plus, là, c'était vraiment d'avoir un curriculum dédié à la douance. Donc, mon fils est dans une classe, dans un cursus vraiment spécifique et je vois combien ça fait la différence. On parlait des compétences du 21e siècle tout à l'heure. C'est vraiment ce qu'ils apprennent. C'est au cœur du curriculum. Donc, c'est vrai que quand on vient d'un parcours académique en plus francophone, où on a l'habitude des devoirs, on a l'habitude d'apprendre un peu par cœur, là, ça nous gêne un peu au début. Mais j'aime beaucoup le mot que Jocelyne a utilisé, c'est très pragmatique. Là, c'est lié au quotidien. Il y a beaucoup de travail de projet, il y a beaucoup d'autonomisation, beaucoup de travail sur la résolution de problèmes, il y a beaucoup de curiosité. L'ouverture, c'est vrai que je vois aussi qu'il y a beaucoup d'interactions avec je dirais pas forcément des professionnels, mais ils sont baignés dans le monde. Puis c'est des enfants qui ont besoin d'être nourris en plus au niveau de la curiosité. Donc je sais que s'il avait été dans un parcours plus traditionnel, cette passion, cette ouverture dont on a besoin aujourd'hui au XXIe siècle, ce serait vraiment éteinte. Après, par rapport à l'orientation postsecondaire qui était dans ta question, moi, je me rends compte, c'est maintenant vraiment qu'il faut s'en occuper. Donc, quand on a tendance à dire aux enfants, là, 8, 9 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand et que ça nous fatiguait, nous, quand on recevait la question, le système est vraiment fait de façon à ce qu'il faut qu'on se pose la question très vite. Là, il y a 2 semaines, encore 3 semaines, on était en train de se poser la question d'où est-ce qu'il va faire son secondaire. Selon le secondaire, l'université est déjà dans la direction, en fait, parce qu'il a accès à des programmes anglophones qui, je sais, n'existent pas dans le francophone. Donc, on a le bac international, c'est une chose, mais il y a aussi un problème qui s'appelle AP, qui lui permettrait de faire certains programmes de l'université déjà dans le secondaire. Et on s'est vraiment posé des grosses questions. Mais là où j'ai voulu l'écouter,
c'est, OK, on a assisté à la présentation. Donc, il est en 7e année. L'entrée dans cette école, ça se passe qu'en 9e. Donc, on aurait 2 ans d'avance. Mais moi, je sens que j'ai besoin de ces 2 ans pour être proactive, pour aller poser des questions aux profs s'il y a besoin. J'ai besoin de comprendre plus. Je ne suis pas née dans ce système-là. Et donc, on a écouté la présentation du post-secondaire normal, douance, pour la douance, mais normal, et puis le AP. Et puis, je me suis rendu compte que par rapport à sa qualité, son état d'esprit, je veux aussi veiller à sa santé mentale, pas trop le mettre en compétition. Il faut qu'il s'épanouisse de l'intérieur, cet enfant. Je ne veux pas que ce soit de l'extérieur, en fait. Donc, on va rester dans le système normal. Après, pour l'université, tu as cité beaucoup d'universités. Peut-être qu'il ira dans une université anglophone, mais moi, par rapport à sa façon d'apprendre, sa façon de voir le monde, l'Université de l'Ontario français, avec ses curriculums complètement déconstruits, très transversal, m'interpelle beaucoup. Donc, il est en train de prendre des cours de français enfin avec une bonne prof à l'école. Là, c'est sa première prof avec qui je peux parler en français. Donc, ça vous donne une idée. Puis, il est en 7e. Mais l'approche de l'Université de l'Ontario français, si il peut le faire en français, très bien. S'il a le niveau, très bien. Sinon, je pense qu'on va aller chercher quelque chose dans l'anglophone. Donc là, on est dans le cadre contraire. Ce qui lui correspondrait chez le francophone, il est dans l'anglophone. Comment je fais? Ouais. Ok. Ben, Je vais réagir un peu. oui. Je vais soutenir un peu ce que vous avez dit, surtout Jocelyne, par rapport à l'anglais, le choix de ses enfants dans les écoles anglaises. Moi, j'ai fait, par exemple, comme vous avez cité Glandon, j'ai fait Glandon. Glandon, un certain haut niveau de crédit, par exemple, le crédit de niveau 1, de niveau 2, 3 et 4, ainsi de suite. À un certain niveau, vous n'avez plus assez de choix de matières en français. Vous n'avez plus assez de choix. Parce que on doit choisir certaines matières. Donc, on choisit par rapport à certains critères qui est propre à nous-mêmes, qui nous facilitent l'avancement. Mais à ce niveau, tu n'as pas de choix, assez de choix de matières en français. Tu es obligé de le prendre en anglais. Ou bien, tu vas prendre une autre matière en français qui n'a rien à voir avec ce que tu veux. Donc, finalement, au niveau de tout ce que tu as appris, au moins 60-40% des cas, ce n'est pas les matières que tu auras voulu. Tu es obligé de les prendre parce que tu faut avancer. Donc, c'est le problème aussi que j'ai constaté à Glandon. Et à Laurentienne, pour certaines filières, tu ne peux pas les retrouver en français. Donc, pourquoi ne pas commencer très tôt en anglais, puisque ça te suit devant. Si tu commences très tôt, arriver devant, tu seras orienté contre ton gré sur certaines matières, parce que tu n'as pas le choix. Donc, c'est ce que j'ai constaté, parce que moi, j'ai subi un peu ça quand j'ai fait mon bachelor en mathématiques à Grandon. J'étais obligé de prendre des matières en anglais, parce que ces matières-là m'intéressaient. C'était difficile, mais j'étais obligé de commencer à m'intéresser. Mais d'autres personnes pouvaient ne pas forcer et puis prendre autre chose. Voilà, donc c'est ce problème-là. Au niveau de l'anglais, au niveau de mes enfants, j'ai très tôt mis en face de la réalité du Canada, que le Canada est bilingue. Et aujourd'hui, chaque fois quand mon enfant venait à la maison, je me moquais de lui, mais ton anglais, tu ne parles pas, depuis tu ne parles pas anglais. Moi, je me débrouille un peu avec, je parlais anglais, alors qu'il était plus avancé que moi, sans qu'il le sache. Un jour, j'ai vu il communiquait au téléphone en anglais. J'étais épaté. Et puis j'ai compris que bon, c'est possible de venir apprendre la langue rapidement et puis peut-être progresser. J'étais épaté et là même je suis un peu gêné parce que je sais que mon anglais oral est maintenant moins que le sien. Donc, je pense que c'est important quand même, parce que pour les bonnes études, pour avoir beaucoup de choix, c'est quand même important qu'on prenne la langue dans le choix. La langue dans le choix. OK, mais à vous entendre parler, vous êtes en train de poser deux problématiques. Il y a que, c'est comme si vous, en tant que parent, ce qui vous intéresse, c'est beaucoup plus l'avenir de l'enfant et que l'enfant soit bien préparé, soit bien formé, soit bien accompagné, alors que les institutions postsecondaires ou même les institutions francophones
les curriculums, les cours sont plus liés à la problématique de la langue. Donc, la disponibilité des cours, c'est lié à la problématique de la langue, alors que vous, ce n'est pas forcément une question de langue. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que l'enfant soit bien préparé. Ouais. Est-ce que je me trompe? Pour moi, les deux langues, maintenant, c'est un minimum. Il faut qu'un système ou l'autre nous permette d'avoir des enfants bilingues. Le français, c'est effectivement très important à préserver. Et puis, on est en milieu minoritaire, donc ça nous demande plus d'efforts, certes. Mais moi, ce que je dis à mon fils, c'est mon pauvre chéri, il ne va même pas falloir que tu t'arrêtes à 2 langues. Il va t'en falloir une 3e, une 4e, peut-être même une 5e. Donc, la question, pour moi, ne se pose même pas. C'est 2 langues au moins. Mais il y en aura plus. Et c'est vrai que ce que tu viens de dire, Rose Cathy, c'est très important. Oui, on veut une éducation dans une langue, dans une première langue, mais on veut de la pertinence par rapport à la réalité et à l'avenir. Et ça, pour moi, c'est 2 langues. Et j'attends même la 3e. Je posais la question d'ailleurs sur les médias sociaux. Quand est-ce qu'ils vont avoir l'accès à l'espagnol, à l'arabe, au chinois, exact. Oui, chinois, j'avais commencé à regarder un peu avant, mais bon, je le laissais s'adapter au français, puisqu'il est dans une école anglophone, donc j'ai besoin de faire plus de français avec lui. Mais j'ai commencé les cours d'arabe il y a 3 semaines, puis l'espagnol, je pense que ça va lui prendre la... Alors, est-ce que ça va être l'espagnol ou le chinois, Jocelyne? Vous avez raison. Mais je pense que j'attends encore 2-3 ans et puis il va falloir. Il n'y a pas le choix. Il n'y a plus le choix. Il faut aller plus loin. OK. Ben, je vais revenir donc maintenant à la question de l'orientation professionnelle. Vous avez des conversations avec vos enfants et vous devez préparer vos enfants à l'avenir. Mais il y a aussi quelque chose ici dans les structures des institutions où on veut aussi que l'information que vous les recevez des professionnels qui sont disponibles pour vous donner l'information qu'il vous faut pour prendre des bonnes décisions. Combien d'entre vous avez déjà, parce que normalement, les conseillers pédagogiques, chez les anglophones, les guiding counselors, ils sont là, disponibles dès l'école primaire. Donc, sur vos décisions, les choix que vous avez eu à prendre et vos décisions, à quel moment vos choix ont été basés sur une information prise d'un expert avec qui vous êtes assis, qui vous explique le cheminement ici? Est-ce qu'un ou une de vous a eu à vivre une expérience pareille que vous pouvez partager? Oui, moi j'ai vécu une expérience pareille, mais disons d'abord que, comme Faiza avait dit, déjà à la maison, on voit des aptitudes de nos enfants. On parle avec eux, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard et tout ça, et on les suit un peu. Maintenant aussi, ce n'est pas tous les parents qui font ça. Il faut des parents avertis qui font cette démarche-là avec les enfants à la maison. Mais nous, mon fils, on a eu l'opportunité de vivre une autre réalité toujours dans le système anglophone, mais avec les Américains. Les Américains, ils organisent D'abord, chaque enfant a un superviseur qui le suit tout le temps. Et puis pour les grands, à partir de la 9e année, 10e année il y a des journées d'orientation que les Américains organisent. C'est toute une semaine où il y a des présentations aux enfants selon leur niveau, les présentations aux enfants, aux parents. Il y a des universités qu'ils invitent, qui viennent. Il y avait même des universités du Canada où les enfants voient directement. Ils se disent, ils sont capables aussi de faire n'importe quelle formation qu'ils veulent. Et en ce moment, leur superviseur qui est là, qui est en train qui sert le point entre nous et eux, nous aussi nous disent, oui, ton enfant est bon dans ceci, mais on tient compte aussi de ce que l'enfant veut. Et on combine toutes ces choses-là pour bien orienter l'enfant. Mais revenez encore ici, au Canada, on n'a pas eu ce suivi. Ça avait commencé un peu. Il y a les conseillers pédagogiques, il y a les centres d'orientation dans les écoles, mais il ne faut pas vraiment le travail qu'il faut. Ils ne font pas, ce n'est pas consistant. Ce n'est pas du tout consistant. Ils ne suivent pas comme il faut pour orienter les enfants, pour parler aux parents. Voilà, on a vu ça, ça, ça.
avec votre enfant, voilà, c'est notre, on pense que. Nous, on n'a pas, au Canada, ici, il a fait un baccalauréat international, mais on n'a pas eu vraiment ça. Ça a été, bon, l'expérience qu'on a fait avec les Américains, et nous aussi en tant que parents, et lui, ses intérêts. Oui. Super. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'en préparant ce sommet, surtout ce panel, je me suis souvenue de toutes les conversations que j'ai eues avec les parents qui ont les enfants dans les écoles francophones. Et je me suis toujours sentie, pour certains parents, parfois je me tais parce que je me dis, je ne veux pas que le parent se sente mal parce que je compare toujours. Mes enfants étaient dans les écoles anglophones, mais j'ai toujours pris pour acquis que c'est ce qui se passe dans toutes les écoles. Parce que mes enfants, dès le bas âge, je dirais même dès la maternelle, le suivi est là, le conseil pédagogique. Par le conseil pédagogique, parfois même plus au conseil pédagogique que les enseignants de ton enfant, ils sont en contact avec toi. Combien de fois je m'assieds avec la directrice d'école pour parler de mon enfant, tous les enseignants t'appellent, te contactent. Et puis aussi l'autre côté qui est, les enfants sont exposés à tellement d'activités extracurriculaires à l'intérieur de l'école. Chaque année, chaque mois, tout le temps. Ce qui fait qu'avant qu'ils ne finissent même l'école secondaire, ces enfants sont tellement préparés à toutes ces compétences que j'entends depuis le matin qu'on est en train d'annoncer. Ils sont capables de parler en public, ils sont capables de faire toutes sortes de choses parce qu'ils sont préparés de cette façon et orientés de cette façon. Et souvent, je n'entends pas ça des parents qui ont des enfants dans les écoles francophones et que je me pose toujours la question de savoir est-ce que ces parents exagèrent ou c'est juste que c'est ces parents qui ne sont pas impliqués et que les écoles francophones offrent les mêmes choses, mais c'est peut-être juste les parents qui ne sont pas au courant parce qu'ils ne sont pas impliqués ou alors c'est vraiment un décalage. Mais s'il y a alors un décalage pareil, je me demande le désavantage que les jeunes qui sont formés dans les écoles francophones ont déjà par rapport aux autres jeunes quand ils arrivent au niveau du marché du travail, qui fait que ce décalage-là m'inquiète énormément s'il est réel. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez avec beaucoup d'autres parents? Est-ce que c'est vrai qu'il y a ce décalage-là? Oui. Oui, vas-y. OK. Oui, moi, dans le cas effectivement de la douance, par exemple, c'est clair. Effectivement, j'ai quelques-unes, quelques mamans dans mon entourage qui, après d'ailleurs l'article qui est sorti là, comme on avait cette discussion sur ce groupe de mamans francophones, et puis il y a eu l'article. J'ai une maman, j'en ai quelques-unes qui m'ont parlé, mais une maman, par exemple, qui a sa fille dans une classe francophone, dans une école francophone, qui me dit, écoute, cet article m'a vraiment poussée, je suis allée voir mon enseignante, l'enseignante de ma fille, et puis on va essayer de trouver un système pour qu'elle soit testée. Donc, elle a eu vraiment la sensation qu'elle devait prendre les devants, que ça n'allait pas arriver. Elle n'avait pas eu ce ressenti, elle n'avait pas eu ces informations, elle ne savait même pas en fait quelles étaient, elle ne sait toujours pas quelles sont les caractéristiques des enfants en situation de douance, qui sont précoces. Donc ça, c'est effectivement ça m'a beaucoup gênée parce qu'encore une fois, c'est des enfants qui, s'ils ne sont pas diagnostiqués tôt, c'est un besoin spécial. Mon enfant, c'est considéré comme special needs. Donc s'ils ne sont pas considérés et supportés, soutenus dès le début, c'est vraiment un décalage énorme et on perd encore leur richesse. Tu as parlé des activités extracurriculaires. C'est impressionnant, effectivement, tout ce qui est disponible pour lui et ça lui vient. Donc, il n'a pas besoin d'aller chercher l'information, on vient lui proposer, on vient me la proposer, on vient m'en parler aussi. Il a un prof extraordinaire, une équipe extraordinaire autour de lui qui nous parle beaucoup de ce qui est possible. Et moi, je dis souvent pour les enfants, pour les parents francophones, j'ai vraiment l'impression que mon fils est dans une école comme on regardait dans nos séries télévisées là, de l'époque, là, quand on regardait la télé française ou la télé anglaise à l'époque. C'est ça, le public speaking est là.
Les instruments de musique sont là, les compétitions en vois-tu, en voilà pour développer leur leadership. D'ailleurs, c'est le point, là j'ai fait le point avec son professeur il y a 2 semaines, et on n'a pas trop parlé des grades. Bon, c'est sûr que ça se passe plutôt bien, mais on a parlé d'innovation, on a parlé comment est-ce qu'il peut être plus créatif, comment est-ce qu'il peut prendre aussi plus d'initiatives en termes de leadership. Donc, les discussions que j'ai eues étaient dans un niveau que je n'ai jamais expérimenté moi-même, c'est sûr, mais je sais parce que j'entends des autres parents qui ont leurs enfants dans le francophone que c'est pas non plus le type de discussion soit que les enseignants ont avec eux, soit le type d'approche aussi dans lequel ils sont accompagnés. Moi, maintenant, je suis vraiment tournée vers le développement personnel et professionnel de mon fils. L'académique, c'est une chose, mais je suis plutôt en train de me dire qu'est-ce qui le renforce en fait pour le futur. Et ça, j'adore baigner dans ce type d'atmosphère. Ça me correspond, ça lui correspond aussi énormément, vraiment. Mais il faut aller chercher l'info. OK. Oui. Oui, Joy, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, comme vous l'avez dit, comme Faza aussi l'a dit, il y a un problème d'information. Je pense que beaucoup de nos concitoyens ne sont pas informés. Et beaucoup de nos concitoyens, ils ne vont pas aussi chercher l'information. Parce que c'est parce qu'ils viennent encore ici au Canada avec le même sentiment, le même environnement que celui de son pays. Le Canada, c'est un autre pays. C'est un autre pays, il faut s'informer, tout est possible, tout ce qui est bien est possible. Il faut seulement s'informer, poser des questions, trouver la personne de ressources, et puis essayer d'avoir la bonne information pour son enfant pour évoluer. Parce que quand il y a 2 semaines, il y avait une réunion là, et puis j'ai trouvé qu'effectivement, et je lui ai dit, c'est un problème d'information. Au niveau des écoles, il y a toutes sortes de programmes. Donc, il y a toutes sortes de programmes. Au niveau aussi extérieur, il y a des organismes qui viennent aussi apporter un plus, comme connaître des ateliers ou autres, apporter. Mais les parents ne sont pas, ils sont pas informés, ils ont des caricatures et puis ils suivent ces caricatures. Alors qu'ils mettent des préjugés et ils suivent ces préjugés sans aller à la réalité. Je pense que c'est ça. OK. Justine? Oui, et puis quand les parents ne sont pas impliqués dans l'orientation des enfants, surtout dans le monde francophone, où on veut que nos enfants aient des gros diplômes sans tenir compte de ce qu'ils veulent vraiment faire. On se retrouve, les enfants ont les gros diplômes, mais ils n'aiment pas, ils ne veulent même pas aller travailler avec le diplôme qu'ils ont. Je coordonne un programme d'emploi ici. J'ai eu le cas déjà deux jeunes filles. Elles ont un baccalauréat, soit en criminologie, elle ne sait pas quoi faire avec. L'autre a un baccalauréat en sciences politiques, mais n'aime pas ça. Aujourd'hui, elle est en train de se reconvertir dans le digital marketing où elle est seule. Donc, c'est le gap, c'est la différence entre les 2 systèmes. Où quand les enfants ne sont pas orientés, les parents ne sont pas impliqués, les parents veulent que les enfants aient des gros diplômes sans tenir compte, sans discuter avec eux. Qu'est-ce que vous aimez faire? Donc, c'est cette problématique-là que nous tous, autant qu'on peut, on va adresser. Peut-être qu'il y aura un changement, oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Faiza? Oui, absolument. Pour rebondir sur ce que Joy et Jocelyne viennent de dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On arrive dans un nouveau pays, on ne sait pas quel est le système et on ne sait pas non plus, nous, ce qu'on doit apprendre. Donc, c'est sûr que toutes les structures qui existent et les programmes, c'est très important. Je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Diane, en fait, sur les métiers. Moi, ça fait 2-3 ans parce qu'effectivement, je suis dans le milieu et puis j'écoute et puis je regarde tout ce qui est employabilité, entrepreneuriat, etc. J'ai changé d'état d'esprit par rapport aux métiers spécialisés, en fait. On a grandi dans des structures francophones où on a l'impression que d'être plombier ou électricien, c'est quelque chose qui n'est pas assez prestigieux. Sauf qu'effectivement, là, j'ai commencé à regarder les salaires, puis j'en ai parlé en juin dans un atelier avec des jeunes femmes et leurs mamans, pour que justement les femmes aussi les jeunes filles aillent vers les métiers spécialisés parce qu'on va vers la santé, on va vers l'éducation, mais c'est sous-payé. On veut que nos jeunes filles soient aussi très solides financièrement, qu'elles puissent toujours avoir du travail et les métiers spécialisés manquent d'emploi, manquent de main-d'œuvre et manquent en plus de femmes. Donc moi, on est dans un nouvel environnement de travail, on est dans un nouveau marché de travail, donc que nous, on soit capable aussi de changer nos paradigmes, ça serait important.
Mon fils, il me dit, je veux être soit policier, soit historien. Je vais lui rajouter, ça va l'amuser parce qu'il est quand même un peu manuel, mais je pense que je vais essayer de lui mettre là, un petit stage d'1 semaine, de 2 semaines de découverte d'un métier spécialisé. Et puis s'il aime ça, et si en plus ça lui apporte une sécurité financière, j'aurai aucun problème. Je pense que c'est important de les valider, en fait, les enfants, à ce qu'il n'y ait aucun problème. Va où tu veux aller. On veut effectivement qu'ils se sentent bien, on veut qu'ils soient sécures financièrement, mais puis on est dans un pays en plus où on peut avoir trois métiers en même temps, donc ça sera parfait. Il fera les 3. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que l'orientation professionnelle des enfants doit être la responsabilité des parents d'abord et non des professionnels qui sont supposés être chargés? Parce que parfois aussi, c'est pas que j'essaie de défendre les parents, mais peut-être si les parents ne savent pas mieux que ça et que les gouvernements ont investi pour qu'il y ait des professionnels dans les écoles, dans les structures d'encadrement pour pouvoir donner l'orientation professionnelle. Pourquoi ça doit être la responsabilité du parent? Ou bien vous êtes en train de dire que c'est le parent qui doit au moins avoir l'ouverture s'il ne sait pas, mais qu'il pousse l'enfant à aller chercher l'information? Exactement, je crois que les deux doivent être liés. Des parents et aussi des conseillers en orientation dans les écoles. Oui, les deux doivent être liés à la base déjà. Il faut que dans les écoles, que les enfants soient exposés aux possibilités qu'il y a et qu'on les informe et que les parents aussi suivent. Ça doit être des deux côtés. Mais j'ai l'impression, sans vous interrompre, j'ai l'impression, comme je dis, en préparant ce panel et en écoutant beaucoup de parents, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes francophones là, se retrouvent plus dans une situation où et les experts qui doivent les orienter ne savent pas mieux que les parents. savent pas mieux que les parents. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Comment nos jeunes se retrouvent donc livrés à quoi et puis vers quoi ils doivent se tourner et qu'est-ce que ça devient? Et parce que pour moi, je trouve que ça peut être une des raisons derrière le décrochage postsecondaire qu'on constate de plus en plus. Parce que si les experts qui doivent orienter ne savent pas mieux que les parents qui t'élèvent, qui t'encadrent, et toi, le jeune, tu dois grandir au milieu de toute cette ignorance, qu'est-ce que ça donne à la fin? Parlons franchement. Oui. Moi, je pense que, excuse-moi, pas ça. Bien sûr, non, au contraire. Je pense que nous sommes tous, l'école, les parents sont des accompagnateurs. Le central, c'est l'enfant. C'est l'enfant. L'enfant, avant de venir à l'école, il a vécu d'abord avec ses parents jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'aller à l'école. Donc, le parent peut se dire qu'il a une certaine connaissance de l'enfant. Il a une certaine connaissance des aptitudes de l'enfant. Et à l'école, le professeur ou le conseiller pédagogique, il voit certaines aptitudes de l'enfant. Et donc, je pense qu'il faut avoir les parents doivent communiquer constamment avec ces partenaires-là pour trouver le schéma le schéma qui est bien pour l'enfant, pour que l'enfant puisse évoluer simplement. On ne veut pas chercher à s'opposer. Il ne faut pas chercher à s'opposer, il faut chercher à collaborer pour le bien de l'enfant. Donc, c'est comme ça qu'il faut réagir. OK. Alors, je suis en train de surveiller si notre prochain invité est déjà là. Je ne le vois pas encore. Il faut que quelqu'un me fasse signe. Il faut que quelqu'un me fasse signe comme ça. En attendant, donc, je peux bien continuer la conversation ici. Je viens continuer la conversation ici. OK, on fait signe qu'il y a des petits soucis technologiques. Donc, pour gagner du temps, on peut continuer notre conversation si vous êtes, bien d'accord. Alors, oui, bon, je comprends que les parents, ils doivent essayer de s'informer, de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants et puis de s'informer sur ce qui se passe, où il y a des programmes, des partenaires. Mais
Je voudrais un petit peu, une question qui me vient en tête qui est, sur quelle base, vous, là, en tant que parent, parce que j'ai entendu des choses différentes. Faiza, par exemple, ton enfant te dit, je vais être historien ou policier. Oui. Est-ce qu'au milieu de ça, tu es tenté de lui dire, mais as-tu pensé à telle autre chose? Mais Rose, regarde-moi comment je vis ma vie ici, en fait. C'est plusieurs choses en même temps, en fait. Et j'adore. Donc, je pourrais absolument pas lui dire, choisis l'un ou l'autre. Et je pense que le monde de demain, de toute façon, c'est plus l'un ou l'autre. Il y a de moins en moins de métiers qui vont être disponibles. Ça va demander beaucoup de soft skills. Et on sait qu'il va falloir être hyper flexible, en fait, et hyper adaptable. C'est un monde qui va aller vite. Donc, au contraire, il n'a pas de plan B. Je pense qu'il va s'adapter parce que Louis parlait de résilience un petit peu plus tôt, Louis Koudou. Et c'est vraiment ça. Moi, je vais aller au-delà de la résilience. C'est l'idée d'antifragilité. Donc, la résilience, il y a un choc, je suis capable de me reconstruire. L'antifragilité, c'est il y a un choc ou un changement, je suis capable de me retransformer. Et cette excitation, cette adaptation, elle est essentielle. Jocelyne, je crois que vous disiez que vous aviez un fils qui était en business, c'est ça? En finance. Oui. En finance, oui. Bah, la finance, ça tombe bien. En plus, c'est un secteur que j'aime beaucoup, mais c'est en train de changer. On parlait de finance capitaliste. Maintenant, on parle de finance qui va aller de plus en plus pour s'adapter au changement climatique. Tout le système financier va s'adapter. Et je pense que c'est plutôt de les accompagner dans cette espèce de dynamique et de voir le monde très grand. Il est grand, le monde. Et on a la chance d'être au Canada, où il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, il faut accompagner. Joy le disait, c'est de la collaboration. Il y a beaucoup de vide. Le système d'éducation, le système d'orientation, le marché de l'emploi même lui-même, les entreprises, n'avancent pas assez vite, ne changent pas assez vite. Donc, faut tous s'y mettre pour faire en sorte que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils soient heureux, en fait, tout simplement. Mais il y a du boulot, il y a beaucoup Il y a du boulot, il y a du boulot. Ouais. Merci beaucoup d'avoir voulu partager vos expériences aujourd'hui et puis vos points de vue. Je sais que on peut faire tout un sommet là-dessus sur la question des parents et l'implication de parents. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite bonne chance avec les choix, avec vos enfants et que vos enfants réussississent dans leurs choix. Merci beaucoup d'avoir voulu être là aujourd'hui. Merci de nous avoir invités aussi. Merci Rose. Ravi de vous avoir rencontré. Ok, merci.